bienvenue à cet atelier cancer colorectal, mieux vivre et mieux comprendre, avec le professeur Thierry André et moi-même. Je suis Cyril, je suis co-responsable de Mon Réseau Cancer Colorectal, qui est une filiale de Patients en Réseau. Patients en Réseau a été créé par Laure Guéraud-Acolas, ici, et l'autre co-responsable de Mon Réseau Cancer Colorectal est Colette Casimir, ici, qui aurait dû être à ma place aujourd'hui et qui s'excuse de ne pas pouvoir être. Ce réseau a été monté par deux femmes de santé, donc reconnues pour leur implication dans les actions de santé. C'est assez important, parce que ces réseaux, justement, sont montés par des patients, pour des patients et avec des aidants. Et le but de ces réseaux, puisqu'il y en aura 4 dans Patients en Réseau, mais je vais vous parler aujourd'hui que de Mon Réseau Cancer Colorectal, puisque c'est le sujet. C'est vraiment, il est accessible, c'est une e-association, donc c'est accessible de tout lieu en France. Ça a l'avantage de toucher énormément de monde. Ça a le désavantage qu'on ne voit pas forcément physiquement les personnes, mais vous allez voir qu'on crée quelques événements en présentiel. J'insiste sur le fait que Mon Réseau Cancer Colorectal, c'est la seule association française de patients parlant de cette pathologie. Jusqu'en 2019, vous aviez peut-être entendu parler de France Colomb, et en fait qui a disparu, enfin qui a mis la clé sous la porte en 2019, et c'est pour ça que Laure Guéraud-Acolas et Colette Casimir ont décidé de créer Mon Réseau Cancer Colorectal. Le but, c'est comme un réseau social dont vous avez l'habitude, les plus connus sur Internet. Là, il est anonyme, il est sécurisé, et c'est de l'échange de l'information, du soutien aux patients, rompre l'isolement, échanger avec les pairs, comprendre la maladie, ses traitements, mais c'est aussi avant la maladie. On peut faire aussi de la prévention primaire, secondaire, trouver des ressources, des adresses qui vont être validées par un comité scientifique, dont le professeur André fait partie, histoire d'éviter tout le fake qu'on est sur Internet, et aussi proposer des événements, comme je l'ai dit. Dans les types d'événements que l'on propose, on a des événements qui sont 100% en ligne, on était assez habitués là-dessus, des cafés en ligne, où donc on va échanger, ou à visage découvert, ou pas forcément, comme on a eu l'habitude ces dernières années, entre patients, pour discuter de choses et d'autres, pour faire connaissance. On a aussi des cafés thématisés. Le dernier, là, en ligne, c'est apéro et sexo, puisque vie intime et sexuelle avec un cancer colorectal, c'est un vrai sujet. Il y a des vraies problématiques qui ne sont que très peu abordées par les équipes soignantes. Donc cet atelier qui devait durer 1 heure initialement a duré plus de 2 heures et demie. Et on s'est vraiment rendu compte que chacun avait des solutions, que chacun pouvait apporter des petits trucs, et que ceux qui se sentaient gênés ou qui ne savaient pas quoi faire, finalement, on trouvait de l'information, c'était bien. Ne pas rester seul face au cancer, c'est aussi de l'éducation. On a créé il y a 1 an 17 petites vidéos, Ma vie avec la stomie, avec des patients et des soignants à visage découvert, qui ont raconté leur quotidien avec une stomie. C'est un peu comme la série Martine à la plage, si vous voulez, mais là, c'est ma stomie, à la plage, dans le bus, à la maison, au travail, etc. Et c'est encore bien utilisé, c'est accessible, tout ça est accessible gratuitement en ligne, et permet de démystifier un petit peu cette vie avec la stomie, alors pour ceux qui vont en avoir, ou pour ceux qui en ont une et qui sont embêtés avec tout ça. Et quand on voit des jeunes personnes de moins de 40 ans avec une stomie définitive, et quand on voit la pêche qu'elles ont, le positivisme de ces personnes-là, ça rassure quelque part, on se dit, ah, mais oui, c'est pas la fin de vie, la stomie, et c'est quand même très très bien de savoir ça. Ah, excusez-moi, une stomie, donc c'est un abouchement. Le professeur en parlera mieux que moi. C'est l'abouchement, pour la stomie digestive, l'abouchement de l'intestin sur l'abdomen, et qui va permettre d'extraire les selles via cette stomie dans une poche. Et il y a différentes raisons d'avoir une stomie, mais on y reviendra certainement plus tard. Mais après, on pourra répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à me couper, oui, évidemment, s'il faut. Et on fait aussi des web-conférences. Alors là, toujours accompagné de professionnels de santé. Et les 2 dernières, typiquement, pour Mon Réseau Cancer Colorectal, c'était le dépistage chez les jeunes aussi. Parce que vous savez certainement que le dépistage du cancer colorectal pour les personnes asymptomatiques éligibles, c'est de 50 à 74 ans. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, donc jeunes, ça veut dire avant 50 ans, qui sont aussi touchés. Donc on est en train de réfléchir à ça. Il y a eu une conférence, et une conférence aussi sur mieux comprendre les vaccins thérapeutiques. Et pour finir,
Dans ce réseau-là, on a des thématiques de discussion. On a séparé ça en sous-groupes afin que les gens puissent vraiment communiquer, que sont donc le côlon, le rectum, le cancer colorectal métastatique. On a aussi mis le canal anal, bien que ce ne soit pas un cancer colorectal à proprement dit, parce que c'est différents traitements. Et on va parler d'autres cancers, puisque tout ça fait partie des cancers digestifs, neuropathie, stomie, etc., etc. Je laisse la parole. Et tous ces sous-groupes ont vraiment des thématiques et des gens en particulier pour en discuter. Et on pourra poser toutes ces questions-là. Vous pourrez poser toutes ces questions-là. Je passe la parole au professeur André en changeant les diapos. Donc moi, je m'appelle Thierry André, je suis chef de service du service d'oncologie médicale à l'hôpital Saint-Antoine, qui s'occupe exclusivement de patients qui ont des cancers digestifs, pas uniquement des cancers colorectaux. Et je suis président de la Fondation Arcade, dont je vais vous dire un mot. Donc la Fondation Arcade, c'est une fondation, c'est la seule fondation en France qui couvre le spectre des cancers digestifs, de tous les cancers digestifs. Donc reconnu d'utilité publique, ça veut dire que on a des... Premièrement, on est surveillé par un commissaire du gouvernement, donc qui assiste à nos conseils d'administration, et on est dans une fiscalité qui est favorable aux dons, dans la mesure où donc il y a des exonérations qui sont importantes en fonction si on donne dans le cadre de son revenu, où il y a les gens qui ont des grandes fortunes, donc c'est des déductions fiscales qui sont relativement importantes. Donc en fait, c'est une fondation qui, pour vivre, a besoin de dons. Et donc, on a des dons de patients, de familles de patients. On a des legs, on a des partenariats avec certaines entreprises, mais relativement peu. On est surtout sur des dons. Et donc, c'est une fondation qui a été créée en 2002 par le professeur de Grammont. Et qui m'a donné qui m'a demandé de prendre le relais. Le professeur de Grammont a vraiment développé cette fondation qui est devenue pas encore connue, mais qui de jour en jour est de plus en plus visible. On essaye d'augmenter sa visibilité. Donc elle a 3 buts, elle a 3 missions. C'est les missions qui sont dans ces statuts. La première mission, ce que vous voyez sur cette diapo, c'est aider et informer les patients. Donc ça, c'est une mission qui est importante, qui est sur la table avec ces guides que vous voyez. Donc on a des guides pour chaque pathologie, pour chaque cancer digestif. Alors, il nous manque encore quelques guides, notamment tu parlais du cancer du canal anal dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Donc c'est des guides qui ont été faits depuis maintenant un certain temps, et avec Cyril et avec mon réseau cancer colorectal, mais également avec d'autres patients qui ont pour les autres localisations tumorales, on est en train de revoir tous ces guides et de changer un petit peu la maquette, d'avoir une partie, finalement il y a une partie qui est commune à tous les cancers, et puis une partie qui sera propre à chaque cancer. Et l'important, c'est donc on a un site internet, donc vous avez les coordonnées sur cette diapositive. Il suffit de taper Fondation Arcade et vous tombez dessus. Et ces guides, en fait, sont en version PDF sur le guide, sur le site. Donc il y a énormément d'informations sur la fondation. Donc le site, on vient de le refaire. Donc il est en cours d'évolution. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais disons qu'il a été remis un petit peu à neuf et ouvert il y a un mois. Donc c'est l'information aux patients, et on a des actions pour améliorer les soins et la prise en charge des patients. On finance des actions dans des hôpitaux. On peut financer des choses ponctuelles, comme on peut aider à rénover une chambre qui va être spécialisée pour les soins de support. On peut financer des appareils, par exemple, pour garder ses cheveux, ce qui est souvent très compliqué à financer dans les établissements publics. Donc on est là pour aider là où c'est compliqué pour les administrations d'avoir le matériel nécessaire, et donc on a un rôle là-dessus.
Notre deuxième rôle, qui est le principal, c'est la recherche, mais la recherche surtout clinique. On n'est pas tellement sur financer de la recherche fondamentale, qui est le rôle de l'ARC. Donc nous, on est vraiment sur des essais thérapeutiques et financer des essais thérapeutiques. Et en fait, je vous dirai un mot de ce qu'est le groupe Prodige, qui est la diapositive suivante. Donc on a un conseil scientifique et on nous envoie des projets. Le conseil scientifique les évalue, nous donne son avis, et après le conseil d'administration, s'il en a les moyens, les finance. Et on a comme ça une trentaine de projets qu'on en a fait. Il y en a certains qui sont terminés depuis longtemps. Et dans cette mission de recherche, il y a une chose assez extraordinaire qui est que depuis 2002, on collecte les bases de données de tous les essais faits dans le monde sur les cancers colorectaux. Donc ça, c'est en fait, on travaille avec nos collègues américains et nos collègues japonais, mais c'est la France qui est propriétaire de cette base de données, qui est à la Mayo Clinic à Rochester aux États-Unis, mais on en est propriétaire. C'est une initiative de mon prédécesseur, le professeur de Gramont, et on essaye d'améliorer la méthodologie des essais thérapeutiques. On a 50 000 patients actuellement dans cette base de données, et c'est quelque chose qui évolue, donc c'est assez compliqué parce qu'il y a des lois, il y a une législation avec RGPD, il y a des collaborations avec les industriels qui nous donnent les bases de données, il y a l'intelligence artificielle qui se greffe là-dessus, mais c'est un outil absolument extraordinaire pour faire progresser les connaissances sur le cancer colorectal. Donc ça, c'est une des autres missions, et on a également des bases de données dans le cancer du pancréas, pour les patients qui sont opérés de métastases de cancer du côlon, avec le professeur René Adam, et une énorme base mondiale sur la chirurgie des métastases hépatiques. Et on est en train de lancer avec nos collègues japonais le recueil de tous les effets faits dans le monde dans le cancer de l'estomac. Notre troisième mission, c'est le dépistage. Donc, c'est d'aider le dépistage. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on va en 2025 en fait lancer une campagne de presse, et on va aider. On a un comité pilote que Cyril connaît bien, avec une dizaine d'experts du dépistage colorectal en France, qui est coordonné par le professeur Setz à Marseille, avec les gens de l'Institut national du cancer. Où en France, il y a un énorme problème, c'est que le dépistage du cancer colorectal, qui est la recherche de sang dans les selles à partir de l'âge de 50 ans, l'adhérence à ce programme n'est que de 30%. Et ça ne permet pas d'être très efficace d'un point de vue épidémiologique en termes d'amélioration de diagnostic et de sauver plus de patients. Hein. Dans un pays comme la Hollande, ils sont à 75% de participation à la campagne de dépistage. Et on dépiste de plus en plus par ce test qui s'appelle le FIT, dont on pourra répondre éventuellement à vos questions. Et dépister, c'est avoir le moyen de diagnostiquer les cancers très tôt, de diagnostiquer des lésions précancéreuses, et donc d'éviter de se retrouver dans des situations où les traitements deviennent extrêmement compliqués. Donc c'est très, très important. Et puis il y a d'autres pistes. Il y a le dépistage des populations à risque, des patients, quand quelqu'un dans la famille a fait un cancer colorectal, on peut sortir de la campagne de dépistage pour avoir aller directement à la coloscopie parce que son père ou sa mère, ou il y a plusieurs cancers du côlon dans sa famille. Et puis il y a une troisième catégorie qui sont ce qu'on appelle le syndrome de Lynch, qui sont les prédispositions familiales, donc qui sont encore un dépistage encore plus organisé et encore plus poussé. Donc j'ai un mot du groupe Prodige. En fait, en France, il y a 3 grands groupes qui font de la recherche clinique. Hein. Là, c'est pas de la recherche fondamentale, c'est des essais thérapeutiques pour essayer d'améliorer les soins dans le cadre de la cancérologie digestive. Donc il y a un groupe qui s'appelle la FSCD, qui sont en fait tous les gastro-entérologues qui font de l'oncologie, qui sont regroupés dans le cadre d'une fédération partout en France. Donc c'est un très gros groupe. Il y a Unicancer avec donc les centres de lutte qui ont une partie cancer digestif, qui sont regroupés
en UCGI, c'est donc l'Union contre le cancer, JI, des centres de lutte contre le cancer. Et puis il y a le GERCOR, donc moi j'ai un groupe que j'ai fondé il y a maintenant 25 ans, qui est un groupe d'oncologues qui ont développé des essais dans les cancers digestifs. Et on est vraiment connu en France, partout dans le monde, parce qu'on a fait bouger les lignes. On a fait plusieurs traitements qui sont des standards mondiaux grâce à ces 3 groupes. Et en fait, on a décidé de fédérer nos actions et de se regrouper en une unité qui s'appelle Prodige, et donc d'essayer de mener des grands essais en France, parfois en collaboration avec nos collègues à l'étranger. Et en fait, le lien, il est avec la Fondation Arcade, puisque la Fondation Arcade finance tous les ans, et ça c'est une nouveauté depuis l'année dernière, un essai thérapeutique de grande envergure, donc avec un financement d'1 million d'euros qui aide ce qu'on appelle l'État, le PHRC, le Programme hospitalier de recherche clinique, qui finance un certain nombre de grands essais. Et donc on a financé un essai l'année dernière justement dans le cancer du canal anal, et on va en financer un nouveau cette année qui est en cours en fait, on attend les projets pour pouvoir dire lequel on va choisir, lequel on va financer. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez peut-être des questions sur mon réseau, et on travaille en étroite collaboration avec mon réseau. La Fondation Arcade, en fait, organise des web-séminaires. On va organiser un web-séminaire sur les neuropathies engendrées par les chimiothérapies. On va organiser un web-séminaire pour essayer 2 fois par an de donner aux patients les informations sur les grandes nouveautés, ce qui s'est dit dans les congrès, dans un langage décodé donc pour les patients. Donc c'est un programme qui s'ouvre et que vous verrez sur le site internet de la Fondation. Vous êtes invités à venir. C'est bien évidemment des webconférences qui sont gratuites, et on espère que vous serez nombreux à venir. Donc avant de rentrer dans la maladie, on est à votre dispo pour répondre à vos questions. Je rajouterais peut-être juste un petit truc par rapport à la collaboration qu'on a tous les deux, donc Arcade et MRCCR. On est tous les deux organisations membres de DICE, Digestive Cancers Europe, donc les seuls Français sur donc cette umbrella, comme ils disent, qui rassemble toutes les associations et fondations européennes sur tous les cancers digestifs, donc de la bouche à l'anus. Et pour dire que la France, on n'est pas quand même le pays le plus en avance sur l'implication des patients dans la défense de leurs droits. Et on a besoin des patients, notamment pour les histoires d'autorisation de mise sur le marché. On est un pays où les remboursements et les autorisations sont très lentes, et où il y a un délai énorme entre le moment où un médicament prouve son efficacité et finalement est remboursé. Et parfois, c'est pas le cas. Et ça, on a besoin de vous. Et on va notamment au niveau de la Fondation aussi créer une école du patient pour essayer d'avoir des patients experts qui seront à même d'aller discuter avec les agences pour essayer d'accélérer un petit peu cet accès aux médicaments. C'est compliqué, mais bon, quand on voit dans les pays anglo-saxons l'importance l'impact que les patients ont dans les décisions de mise sur le marché des médicaments, on est très très en retard en France, et il va falloir que les lignes bougent. C'est pas simple, ça va prendre du temps, mais ça dépend de vous, et puis ça dépend également de nous, parce qu'il faut qu'on collabore pour y arriver. Madame a une question. J'ai une question. Est-ce que vous avez mené une enquête par rapport à l'adhérence? Attendez, on va vous passer un micro, parce que je pense que ça sera mieux pour la captation. Oui. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez mené une enquête, si une enquête était en cours par rapport à l'adhérence moindre pour le dépistage du cancer colorectal. Alors moi, pour témoigner, je l'ai fait, ce fameux dépistage, mais j'ai bien mis au moins, 2 ou 3 ans avant de m'y mettre. Je dois dire que la publicité qui est faite sur les médias est très bien faite. Mais quand on reçoit ce paquet, ça paraît excessivement compliqué, et très sincèrement, on n'arrive vraiment pas. Donc la question était de savoir, est-ce qu'il y a une enquête qui va être menée auprès des usagers pour savoir quelles sont les raisons qui font que...
Quand on a monté mon réseau cancer colorectal, ça devait être monté en juillet 2020, on était en plein Covid, je vous ai dit que c'était électronique, donc c'était pas facile de faire monter sur Google quelque chose que personne ne connaissait. Donc on a délayé un petit peu et avant de le monter, en mars 2021, on a fait une enquête justement sur pourquoi il n'y a que 30% des personnes éligibles en France qui font ce dépistage organisé du cancer colorectal. Donc, il y a eu plein de raisons, X ou Y, etc. Et on a dit, mais qu'est-ce que vous aimeriez pour que ce soit pour le faire? Et la première raison, c'est que ce soit plus accessible, que ce soit pas uniquement mon médecin généraliste, mon gastro-entérologue ou mon gynéco qui puisse me délivrer le kit. On a dit, mais vous aimeriez quoi? Et la population nous a répondu, Internet, par exemple, les pharmacies, par exemple. Et depuis mars 2022, les kits sont accessibles sur Internet et en pharmacie. Sur Internet, une fois que vous avez reçu votre lettre avec le code d'invitation, vous rentrez le code et vous le recevez directement. En pharmacie, avec ce code, et même sans le code, il faudra juste remplir un papier un peu plus long. Ça, c'est une chose. Après, le contenu du kit, ça, c'est autre chose. Et les associations de patients ont fait remonter un petit peu. Mais franchement, ce n'est pas super compliqué. Histoire de mettre ce hamac sur la cuvette des toilettes, qui ne tient pas forcément. Mais comme disait notre professeur... Qui n'est pas obligatoire en plus. Qui n'est pas obligatoire. Notre ami, le professeur Saez de Marseille, disait, bon, on a mis ce hamac pour remplacer la boîte à pizza, mais si vous préférez la boîte à pizza, ça marche aussi, sans la pizza, évidemment. Le journal, pareil. Voilà, le journal. Non, évidemment, c'est moins glamour. On n'est pas sur un test glamour. Mais par rapport aux deux autres dépistages organisés en France, c'est quand même le dépistage qui est le moins invasif, qu'on fait à la maison. C'est quand même le plus simple de tous. Mais ce qui est avec quelque chose qu'on n'aime pas triturer. Mais bon, il faut le faire une fois tous les 2 ans quand on a à partir de l'âge de 50 ans. Donc c'est vrai qu'il y a eu des enquêtes. Alors, nous, notre rôle à la Fondation, le dépistage, c'est pas on participe, mais il faut savoir que la Société française de gastro-entérologie est responsable aussi de l'organisation en France de ce dépistage. Donc, a fait des enquêtes pour essayer de comprendre avec les réseaux de patients. Donc, Cyril vous a expliqué que ça bougeait. C'est pas uniquement une question de comprendre et d'accès. C'est une mentalité en France qu'il faut changer, que les Hollandais, par exemple, ont en France. Et là, on a des idées pour la campagne de dépistage. Il va falloir probablement y mettre un peu d'humour. Probablement, on a l'idée de passer par la jeune génération pour demander à leurs parents de faire le test pour éviter d'avoir des parents qui ont des problèmes de santé. On a des idées donc c'est la campagne qu'on va organiser en 2025, qui aura l'impact qu'elle aura, mais on a décidé de véritablement, avec l'Institut national du cancer, d'essayer d'être un peu plus visible au mois de mars l'année prochaine sur le dépistage dans les médias et pour sensibiliser la population et essayer de décoller de ce chiffre de 30% sur lequel ça plafonne depuis un certain nombre d'années. Et je vais rajouter 2 informations. On va aussi impliquer plus les politiques. Mon ami Myriam, qui est au fond de la salle, fait partie justement de cette campagne qu'on fait, où on a beaucoup, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir qu'on a rencontré beaucoup de députés pour essayer de faire bouger les choses pour l'an prochain. Il y a 2 choses aussi qui sont importantes par rapport au dépistage. Il y a un député dans le comité, là, justement. Dans le comité scientifique. Et il y a 2 choses qui sont quand même importantes sur le dépistage, et vous l'avez dit aussi, la communication fait aussi partie des choses, elle n'est pas forcément très bonne. C'est quand même étonnant que quand une femme va voir son gynécologue, très souvent, évidemment pas tout le temps, elle va toujours lui demander si elle a fait son dépistage du cancer du sein, son dépistage du col, mais quasiment jamais son dépistage colorectal. Alors que les gynécologues, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faisaient partie des premiers habilités à délivrer le kit. Comment ça se fait? La plupart des pharmacies, des officines de pharmacie aujourd'hui, sont habilitées à délivrer le kit. Mais pendant la période de mars bleu, mois de sensibilisation du cancer colorectal, comme tout le monde doit savoir dans cette salle, très peu, ok, distribuent le kit, mais très peu ne font de la pub. Ce n'est pas affiché dans leur officine. Et quand on leur demande pourquoi, ils disent « on n'a rien reçu ». Donc ça veut dire que c'est une initiative personnelle du pharmacien de faire de la pub pour la chose dans son officine. Donc là aussi, peut-être qu'on manque un petit peu de warning, d'information, histoire de que les gens... Après, quand on reçoit plein d'informations, on sait ce que c'est, on y va.
on n'y va pas. Mais au moins, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant. Or là, dans la population générale, aller dans la rue, demander à quelqu'un, vous savez ce que c'est que Mars bleu? La majorité ne savent pas. Si on doit comparer avec Octobre rose, par exemple. Il y a une autre chose, c'est qu'il y a un peu de confusion avec la coloscopie. Il faut savoir que le dépistage, ça s'adresse à la population générale qui n'a pas d'antécédents de parents au premier degré, c'est-à-dire des frères et sœurs, ses parents, son père ou sa mère, voire des enfants, enfin c'est relativement plus rare, qu'on fait un cancer colorectal avant l'âge de 60 ans. De l'instant où on a une père, une mère, un frère ou un enfant qui a fait un cancer colorectal, on sort de la campagne de dépistage et on doit aller à la coloscopie systématique à partir de l'âge de 50 ans. Donc là, il y a un peu de confusion. Le grand-père, ça ne rentre pas dans l'histoire. Et l'âge de diagnostic a son importance. Et puis, il y a aussi le dépistage des maladies familiales. Il y a vraiment des familles où il y a, moi je vois très fréquemment en consultation des patients qui viennent me voir pour un cancer colorectal. Je les interroge, j'apprends qu'ils ont un frère, un grand-père, une mère. Il y a 3-4 antécédents de cancer colorectal dans la famille. C'est à l'évidence un syndrome de Lynch. Et le diagnostic n'a pas été fait. Il y a parfois un espèce de refus d'aller consulter ou d'aller vers les... Donc, quand on a beaucoup d'antécédents dans sa famille de cancer colorectal, il faut aller à une consultation oncogénétique pour faire un test et pour savoir si on a... Et que là, il y a du boulot à faire parce que surveiller, là, le syndrome de Lynch, c'est une maladie où on a une mutation germinale d'un gène qui prédispose à faire des cancers, dont le premier, le cancer de colorectal, le deuxième est le cancer de l'endomètre. Là, c'est plus le dépistage ni par le test FIT, ni par la coloscopie à partir de l'âge de 50 ans, c'est la coloscopie à partir de l'âge de 20 ans. Donc tout ça est très important. Donc il y a 3 niveaux de dépistage et ça, c'est très important de le savoir. Monsieur, avec une question. On va peut-être vous passer le micro. Il y a un micro pour monsieur, pour la question? Il est caché derrière le poteau. Oui, bonjour. Je suis docteur Al-Moufti, je suis oncologue dans le 93. Effectivement, je tenais à assister aujourd'hui pour faire un petit point sur l'autre côté, on va dire, de travail. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, effectivement, sur le dépistage, mais aussi, je vois souvent des patients avec des cancers des foies, malheureusement métastatiques, tout ça, et ils me disent, mon médecin ne m'a pas dit, mon médecin traitant ne m'a pas informé de ça. Et c'est vrai que c'est une chose qu'on voit, que les médecins traitants, des fois, ils sont tellement dépassés par beaucoup de choses, ne pensent pas souvent à faire le point avec les patients sur les dépistages. Et évidemment aussi, déjà, on peut ajouter que malheureusement, il y a des problèmes de trouver des médecins généralistes Donc, le dépistage du cancer du sein, cancer du côlon, c'est toujours lié à un médecin traitant parce que je ne suis pas sûr qu'une personne lambda va aller à la pharmacie, chercher les tests, le faire, l'amener au laboratoire. Donc je pense qu'il y a toujours besoin de quelqu'un, un médecin référent qui va gérer un petit peu avec les patients sur ce genre de choses. Et ça, je pense qu'aussi on a un rôle important à faire dans les prochains... Complètement. Voilà. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, on ne va pas chercher le kit, on est invité à aller le chercher et on ne le dépose pas en laboratoire, on l'envoie par la poste. Et c'est tout ça pris en charge, c'est gratuit. Donc ça, c'est une démarche. Après, effectivement, je vais vous raconter mon cas personnel, il y a une part de responsabilité, effectivement, du médecin traitant. Donc moi, j'ai été diagnostiqué à tout juste 50 ans. Donc je n'ai pas eu le kit puisque j'avais des symptômes. Donc on a dit le kit, c'est pour les personnes de 50 à 74 ans asymptomatiques et sans histoire. Mais par contre, pendant mon année des 49 ans, je suis allé voir souvent mon médecin généraliste. Et il aurait très bien pu me dire « Ah Cyril, rappelle-toi, l'an prochain, tu vas recevoir une invitation pour le test du cancer colorectal. Pense à le faire, ne jette pas la lettre, surveille bien, etc. etc. » Et ça, c'est pas très fait. Mais par rapport à ce qui a été dit, dans d'autres pays, ça marche mieux. Pourquoi ? Parce que la méthodologie d'approche pour ces personnes éligibles asymptomatiques avec le kit FIT est différente. Il y en a dans certains pays, ils reçoivent un SMS en disant « Vous allez bientôt recevoir une invitation ». Et peu de temps après, ils reçoivent l'invitation. Et après, ils vont chercher le kit. Et en fait, il y a une étude qui est en train d'être montée
si je dis pas de bêtises, par le CRCDC Grand Est, dans 3 départements, depuis 3 ans, il me semble, où effectivement, ils ont fait différentes fonctions. Il y en a, ils envoyaient que l'invitation, d'autres, ils envoyaient directement le kit à la maison, et d'autres, ils envoyaient la pré-invitation, l'invitation et le kit. Et là, les chiffres montrent qu'il y a une plus grande participation. Certains des résultats ont été exposés au GIFOD, aux Journées françaises gastro-entérologique à Paris il y a un mois et demi. Et c'est plutôt prometteur. Donc il y a de fortes chances que sur les années qui arrivent, le mode de distribution des kits ou d'invitation change. Je crois qu'il n'y a pas une solution. Il va falloir que ça soit des tas d'initiatives. Ça va être... en effet, moi je suis prof de médecine, j'enseigne. Il y a maintenant les échos pour les étudiants qui sont on les forme et on leur demande le dépistage est vraiment dans les facs de médecine. On leur explique ça, de former les futurs médecins généralistes à donner ce message. Je pense que vous avez raison, mais il n'y a pas que c'est une multitude de choses. Il faut savoir que le dépistage, il y a une organisation qui est par département, donc il y a aussi des initiatives qui peuvent être à l'échelon national, mais qui peuvent être également à l'échelon départemental. Donc c'est complexe, et puis il y a plein d'intervenants, parce qu'il y a les gastro-entérologues, il y a les médecins généralistes, nous, oncologues, on arrive un peu malheureusement trop tard, mais on a aussi notre rôle pour les familles, comme je l'ai expliqué, on a un grand rôle dans cette coloscopie quand les gens ont un cancer colorectal. Donc c'est à tous les niveaux qu'il va falloir jouer pour améliorer ce chiffre, parce qu'on est latin et qu'on n'est pas... c'est toujours... On ne va pas trouver une solution. Il va falloir agir par plein de moyens pour faire augmenter ce taux qui doit être au-dessus de 50%, et actuellement on en est loin. Alors, on va peut-être passer à un autre sujet, parce que le temps juste passe. Rapidement, par rapport à mon réseau cancer colorectal, comment aujourd'hui vous pouvez aider, entre guillemets, les hôpitaux périphériques ou les cliniques privées? Qu'est-ce que moi je peux aujourd'hui demander à mes patients de vous contacter? Comment ça se passe directement? Si là, on parle déjà patient. Alors, vous avez un superbe stand dans la pièce Oui, juste derrière où nous sommes présents, patients en réseau avec la filiale Mon Réseau Cancer Colorectal. Effectivement, quand vos patients ont besoin d'informations, s'ils cherchent sur Internet, Mon Réseau Cancer Colorectal est relativement récent, donc s'il est mal recherché sur les moteurs, il va peut-être pas sortir en tout début, bien que avec cette année, avec la campagne Mars Bleu qu'on a faite, on est vraiment remonté sur le top podium. Mais afficher des flyers, des affiches dans vos salles d'attente, pendant vos consultations, donner nos flyers, il n'y a aucun problème. Et nous, l'abonnement, l'arrivée, l'adhésion à notre réseau est à discrétion. Donc en plus, il n'y a même pas de reste à charge pour le patient. Et comme c'est anonyme, il va pouvoir se sentir complètement à l'aise et confortable pour échanger avec nous. Il ne faut pas hésiter. Et il faut également afficher la fiche Arcade, avec surtout les guides qui donnent... Justement, on ne veut pas que les gens aillent sur Internet chercher des trucs qui vont les affoler. Et on a essayé de faire des documents, justement, qui sont pragmatiques et qui sont scientifiques, mais qui donnent des informations qui sont compréhensibles. Parce que le problème sur Internet, c'est que c'est un mélange de tas de choses. Et donc ça, c'est très important. Et on travaille, en fait, nos réseaux sont en communication pour tous les web séminaires qui sont organisés et pour les patients. Et du coup, vous avez fait une bonne transition, parce qu'on a beaucoup parlé dépistage. On voit que ça intéresse beaucoup et qu'il y a encore beaucoup de questionnements, donc c'est bien. On est quand même sur un atelier Vivre et mieux comprendre le cancer. Donc on va peut-être passer sur la maladie, effectivement. Nous, notre asso, malheureusement, c'est des patients. Si tout le monde faisait son dépistage et si personne n'en avait, on aurait moins d'adhérents et ça serait mieux. On va commencer par le cancer du rectum. Donc le cancer du rectum, en fait, j'ai pas fait une diapo compliquée. Il y aura que celle-là. Il faut savoir que là, c'est compliqué parce qu'il y a 2 sphincters. Il y a une partie, en fait, il y a après le canal anal, qui n'est pas le rectum, et qui est une toute autre maladie, qui se traite complètement différemment, et qui est une maladie qui est favorisée par l'exposition à un virus, et qui se traite complètement différemment parce que c'est une maladie qu'on peut guérir par la radiothérapie.
en fait, la radiochimiothérapie. Donc, il ne faut pas mélanger le cancer du canal anal et le cancer du rectum, qui se traitent différemment. Le cancer du canal anal est un des cancers qu'on peut guérir avec une association radiochimiothérapie en préservant l'organe. Quand il est diagnostiqué pas trop tard, la grande majorité des patients vont guérir grâce à une association radiochimiothérapie. Le rectum, donc il y a 3 parties, le bas, le moyen et le haut rectum. En fait, le haut rectum, c'est comme le cancer du côlon. Donc, ça va être traité comme le cancer du côlon, parce que comme on est loin des sphincters, il n'y a pas de problème de rétablissement de la continuité. Il n'y a en général pas de stomie, parce que la chirurgie peut être faite avec un rétablissement de la continuité. Et il n'y a pas de radiothérapie, parce qu'en fait, le risque de rechute locale, il est pour le cancer du bas et du moyen rectum. Donc après, pour le cancer du bas et du moyen rectum, c'est probablement un des cancers les plus compliqués et c'est probablement un des cancers pour lequel la communication est la plus compliquée entre le patient et le médecin. Parce que les traitements ont beaucoup évolué. Il y a 2 problématiques qui sont la problématique de guérir de ce cancer et la problématique de préserver l'organe, c'est-à-dire d'essayer d'éviter la stomie définitive. Et c'est 2 buts différents et 2 buts qui, évidemment, les patients, ils veulent les 2. Mais il y a maintenant la possibilité, si le traitement est très efficace, de la conservation d'organes et qui fait que maintenant, vraiment, le traitement du cancer du rectum, c'est un traitement qui doit être, je dirais, il n'y a pas de standard. C'est un traitement qui doit être à la carte pour chaque patient et qui doit être discuté entre le médecin. Et ce n'est pas le médecin qui doit décider ce qu'il faut faire. Le médecin, il va orienter sur les différentes possibilités et le patient doit interagir sur ce traitement qui est très compliqué parce que souvent, c'est d'abord une chimiothérapie, puis une radiochimiothérapie, puis une chirurgie, puis parfois une chimiothérapie, que parfois certaines étapes peuvent être sautées parce qu'il n'y a pas toujours besoin de chimiothérapie, il n'y a pas toujours besoin de radiochimiothérapie, et puis qu'il y a des évolutions avec, notamment pour les syndromes de Lynch, les rares cancers du rectum qui surviennent sur le syndrome de Lynch, une révolution thérapeutique avec l'immunothérapie, mais qui concerne 2% des patients qui ont un cancer du rectum. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le cancer du rectum avant d'ouvrir une discussion et avant que Cyril nous dise un mot, puisque je crois que tu peux en parler. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais effectivement, moi, j'ai été touché. Madame, question. Un micro pour madame, peut-être ? Donc, comme votre micro n'avait pas l'air de très bien fonctionner par rapport à la captation, je vais reformuler un petit peu ce que vous m'avez dit, vous me dites si je me trompe. Donc, effectivement, ce cancer est un cancer très courant, c'est le 3e chez l'homme, c'est le 2e chez la femme, c'est 47 000 nouveaux cas par an, 17 000 décès par an. Et le dépistage pour les personnes asymptomatiques commence à 50 ans, finit à 74 ans en France et dans la plupart des pays européens. Enfin, commence à 50 ans dans tous les pays européens, ça c'est certain. Et par contre, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont touchés par ce cancer colorectal. Donc effectivement, comment faire ? Bon, déjà, il y a une action auprès des autorités sanitaires et gouvernementales en disant est-ce qu'on ne pourrait pas rabaisser un petit peu l'âge du dépistage ? C'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est en train de faire une demande de pourquoi pas démarrer à 45 ans comme le font les États-Unis depuis 2017, puisqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un taux de jeunes, c'est à moins de 50 ans, qui sont de plus en plus touchés. Il y a une augmentation de 4,7 points pour les 25-35 ans. Donc ça, c'est une chose à faire. Mais après, effectivement, il y a toute la prévention. Le dépistage, c'est la prévention secondaire. Il y a toute la prévention primaire, donc par rapport à l'alimentation, par rapport à la sédentarité, par rapport au tabac, par rapport à l'alcool et par rapport à d'autres facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque inévitables, que sont l'âge, que soit votre biologie, la génétique, si on a des maladies de Lynch et tout ça, et il y a des facteurs évitables. Et en fait, si on touchait ce levier des facteurs évitables, on pourrait éviter quasiment 50% de cancer, il me semble. Et tous ces facteurs évitables, effectivement, c'est la prévention primaire dès le plus jeune âge.
Oui, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que bon, le tabac, c'est un facteur de risque qui augmente de 20 le risque de cancer du poumon. Donc, dire qu'il faut arrêter de fumer, c'est extrêmement efficace dans la prévention du cancer du poumon, mais ça ne marche pas si bien que ça puisque les gens continuent de fumer. Cancer du côlon, les facteurs de risque, ils sont, par exemple, le tabac, c'est 1,4, l'alcool c'est 1,2, quand je vous donne des chiffres, je ne sais pas, c'est plus ou moins. La sédentarité, c'est des facteurs de risque, mais qui sont beaucoup plus relatifs que les facteurs de risque que l'on a, comme le tabac ou comme. Alors souvent, donc il est certain qu'il faut modifier son alimentation, essayer de manger moins de viande rouge, moins de charcuterie. Mais ceci dit, c'est complexe. Et je pense qu'en effet, le plus important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi des gens jeunes font des cancers du côlon. Donc ça, il y a toute une recherche académique qui se fait et que l'on entreprend en essayant de voir. J'ai rejoué hier un abstract des patients des cancers du côlon de moins de 50 ans qui va être présenté au Congrès européen de cancéro, justement pour voir est-ce qu'ils sont pareils que ceux qui ont plus de 50 ans ou pas. Donc il y a des choses dans la biologie de ces cancers qui est un petit peu différente. Donc essayer de mieux comprendre pour essayer de mieux les dépister. Et puis surtout, l'élément fondamental, c'est que tout patient qui a des symptômes digestifs doit consulter. Et on voit souvent des patients consulter après des mois et des mois de symptômes. Et que ça, c'est surtout d'expliquer aux jeunes que s'ils ont des troubles du transit, s'ils ont une diarrhée qui apparaît subitement, s'ils ont du sang dans les selles, il faut consulter leur médecin. Donc je dirais que c'est pareil que le dépistage. C'est pas une action, c'est des multitudes de choses. Et puis il y a également un élément fondamental sur lequel on travaille au niveau de la Fondation Arcade. C'est heureusement les patients sont souvent guéris. Et c'est la réhabilitation, les faire re-rentrer dans la vie active, parce que là, il y a des énormes problèmes. Il y a d'énormes problèmes pour leur travail, il y a des énormes problèmes pour les emprunts et pour leur vie, qui peut être. On a parlé de la sexualité, on a parlé de. Donc il y a un tas de l'après-cancer, des gens qui vont guérir des cancers, qui est également un grand débat. Donc c'est un grand chantier. Il faut quand même préciser que le cancer colorectal des moins de 50 ans, c'est un énorme problème, mais c'est relativement rare par rapport à il faut rappeler que l'âge médian de diagnostic du cancer du côlon, c'est 70 ans. Donc, mais il y a toute une population pour laquelle il y a les Américains ont pas mal travaillé. Il y a beaucoup de publications sur cette population-là. Donc, il faut qu'on comprenne un peu mieux voilà, c'est compliqué la prévention. C'est compliqué la prévention. On n'est pas dans un cancer où, comme le tabac et le poumon, les choses sont évidentes. Il y a également besoin, par exemple, le cancer du pancréas qui a doublé son incidence en 20 ans. Là, il y a probablement clairement des facteurs environnementaux en rapport avec l'alimentation. Il y a des choses qui sont sorties récemment. On va avancer, et là, avec des choses beaucoup plus concrètes pour éviter ce cancer, qui vont probablement sortir dans les années à venir. Pour le cancer colorectal, c'est une multitude de choses, c'est assez compliqué. Mais on sait que la sédentarité, l'obésité, mais tout ça, c'est à chaque fois des facteurs de risque très, très modérés. Donc, c'est là où c'est compliqué pour le cancer colorectal. Si vous permettez, avec tout le respect que je vous dois, ma question était autour de vos actions sur le terrain pour sensibiliser les jeunes. Est-ce que vous menez des actions dans les écoles, par exemple, puisque la sensibilisation, c'est là où ça démarre. J'ai bien entendu le diagnostic, les facteurs de risque, etc. Mais vos actions sur le terrain, parce que les jeunes
Mais c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est la prévention primaire et à l'école, normalement, ça doit être fait. La Ligue contre le cancer, par exemple, a des lieux de prévention primaire où les écoles vont visiter. On leur explique qu'il faut bouger, qu'il faut faire du sport, qu'il faut éviter de fumer, qu'il faut pas fumer, qu'il faut manger de la viande rouge avec modération, qu'il faut éviter. C'est un boulot gigantesque parce qu'il y a plusieurs millions d'écoliers, il y a très peu d'oncologues et voilà, il y a un certain nombre de mes collègues qui vont dans les écoles à la retraite faire le boulot, ils le font, hein, mais le problème c'est que c'est une goutte d'eau puisque on est très peu, donc on peut pas nous on a un métier, on est dans les hôpitaux à soigner des patients, donc moi je peux pas aller dans les écoles faire ça, donc la fondation on est deux, il y a deux permanents, donc voilà, c'est pas à nous de le faire, c'est une action beaucoup plus organisée et c'est ce qu'on essaye de faire, mais pour ça on a besoin de bénévoles, on a besoin d'un élan, on a besoin de gens pour nous aider et que les patients viennent nous aider à cela. Et que la population française vienne nous aider à cela, parce qu'on ne peut pas le faire. Nous, on a un temps qui est complexe à gérer. Le soignant n'a pas le temps de le faire, c'est normal. Et le patient, des fois, il est aussi devant un mur, parce que comme ce cancer, vous l'avez compris, par rapport au dépistage et tout ça, est tabou, il y a aussi un vrai tabou au niveau de l'enseignement. Moi, à un moment, je me suis proposé pour justement intervenir dans un collège pour expliquer la prévention primaire, hein, donc alimentation, sport, tout ça, par rapport au cancer colorectal. Et ils m'ont dit, ah non, n'importe quel cancer que vous voulez, hein, le sein, le poumon et tout, mais pas le colorectal. Parce que pour les gamins, on ne parle pas de trucs en dessous de la ceinture. Il y a des enseignants qui pensent encore ça. Excusez-moi, pas la majorité. Si, ça arrive, ça arrive. Il y a 2 actions que je vais faire en collège cette année, où au dernier moment, on m'a dit non, parce que tu parles du cancer colorectal. Ça c'est grave. Mais oui, c'est grave, mais on est bien d'accord. J'ai fait un truc dans le cadre d'Octobre Rose, dans le lycée de ma fille. Oui, c'est Octobre Rose. C'est pas Mars Bleu. C'est exactement la même problématique. Désolé. C'était une plaquette, donc laboratoire Hollister, ils ont une égérie et elle parle de sa fraise tagada et je trouve ça extraordinaire. Elle parle de sa fraise tagada. J'imagine que c'était Astomie. Et ben voilà. Après, parce que vous dites ça, l'humour, il faut de l'humour. Bien sûr. Bonjour. En fait, moi, je suis en reconversion dans la diététique thérapeutique. Et dans le cadre de mes stages thérapeutiques, j'ai été très sensibilisée par justement le cancer colorectal. Et depuis, donc, j'ai fait le dépistage et c'est au bout du 2e dépistage que j'ai dû faire une coloscopie. Et ça me permet de sensibiliser autour de moi et dont ma mère qui a des polypes. Et surtout dans le cadre de mes stages où j'ai vu qu'il y avait énormément de patients qui avaient ça. Et je pense que c'est notre responsabilité aussi de vouloir le faire, parce que c'est rien du tout de le faire par rapport aux résultats, parce que tout ce qui est chimiothérapie, c'est tellement douloureux, tellement difficile, et puis j'ai pu discuter avec beaucoup de personnes. Je pense que c'est important, ce que je voulais dire, en fait, c'est vraiment notre responsabilité de le faire, on n'a pas à attendre le médecin ou le médecin traitant pour pouvoir le faire. Ah oui, c'est sûr, il n'y a pas meilleur ambassadeur que le patient qui malheureusement a un cancer pour pousser la population, donc plus jeune, ses proches et tout, à faire le dépistage, si on revient sur le dépistage. Et dès le dépistage primaire, le dépistage secondaire. Il est certain, donc moi j'ai eu radiochimiothérapie, opération stomie, radiochimiothérapie, remise en continuité. C'est clair que le dépistage à côté, mais c'est tranquillou bilou, quoi. Je veux dire, pour éviter tout ça, la douleur, le stress, l'impact psycho, tout ça. C'est un marathon. C'est vrai, c'est un vrai marathon, le traitement du cancer du rectum, souvent. Donc, faut vraiment pousser à ça. Et moi, si par hasard, j'ai un ami, donc un proche, hein, qui me dit, j'ai reçu l'invitation, je l'ai toujours pas fait. Franchement, je lui hurle dessus. Je fais, mais t'es quand même venu me voir à l'hôpital, t'as vu la tronche que j'avais, t'as vu les kilos que j'ai perdus, j'ai pas bossé pendant quasiment 2 ans, et t'oses me dire, je vais bientôt le faire, j'ai reçu l'enveloppe, mais j'ose pas le faire maintenant, j'ai pas le temps. Qui n'a pas le temps d'aller gratter pendant 2 minutes, c'est celle. Parce qu'ils ont peur, parce que c'est vraiment la peur qui paralyse. Alors, la peur d'avoir un cancer. Oui, mais c'est vrai pour tout à ce moment-là. Hein. À ce moment-là, on sort pas parce qu'on a peur de se faire écraser par un bus, on fait rien. Hein.
Le bus? Ouais. Mais ceci dit, il y a des gens qui pensent que le cancer colorectal est une maladie contagieuse, il y a des gens qui pensent que le cancer est une maladie contagieuse. Il y a une information à faire dès très très jeune. Qui pensent que le cancer n'existe pas. En plus. Ah oui, alors ça aussi c'est important. Si quelqu'un dans votre entourage a déjà eu un autre cancer, souvent il peut vous dire, je ne vais pas faire le test du cancer colorectal, j'ai déjà eu un cancer. Or c'est une bêtise. Parce qu'on pense que la faute ne tombe jamais deux fois au même endroit, mais c'est une bêtise. Quelqu'un qui a déjà eu un cancer a malheureusement plus de chances d'en développer un autre. En plus, je ne parle même pas des récidives du primaire. Donc il faut vraiment être encore plus attentif. Vous me dites si j'ai une bêtise. Non, tu as tout à fait raison. Moi, je voulais simplement vous sensibiliser parce qu'il y a, je ne sais pas, bon, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie adjuvante. Le cancer du côlon, parfois, il est retiré chirurgicalement. Et on dit aux patients, il faut faire une chimiothérapie après l'opération. Simplement pour comprendre le problème. Donc il y a des cancers du côlon qui sont des cancers de stade 2, qu'on appelle de stade 2, parce qu'il n'y a pas de métastase ganglionnaire. Et là, grossièrement, les données qu'on connaît de la littérature, c'est qu'il y a un risque de rechute, mais il y a 80% à 85% des patients qui sont guéris par la chirurgie. Et il y en a à peu près 15 qui vont rechuter, faire des métastases plusieurs années après. Donc c'est une situation un peu compliquée parce que finalement on ne sait pas si on est guéri ou pas. Et faire de la chimiothérapie, en fait on sait que la chimiothérapie actuelle en guérit 3 ou 4. C'est faire de la chimiothérapie à 100 personnes pour en guérir 4 et pour imposer des effets secondaires à 96 personnes. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas, qui va rechuter. Donc c'est ça qu'on appelle une chimiothérapie adjuvante. Et c'est là où il y a quelque chose qui s'appelle l'ADN tumoral circulant qui va permettre dans cette population de mieux cibler les patients à risque de rechute. Il y a une grande étude en France qui, quand on est dans cette situation-là, fait une prise de sang et s'il y a de l'ADN tumoral circulant, là ça vaut probablement le coup de faire une chimiothérapie pour vous dire que les choses s'améliorent. Quand c'est un stade 3, la situation est un peu différente parce que là, c'est plus 80 à 85% de patients qui sont guéris par la chirurgie, mais c'est 50%. Donc là, le risque de chute est beaucoup plus important. Et donc là, vraiment, la chimiothérapie, elle guérit beaucoup de patients, mais pareil, il faut absolument qu'on améliore les choses pour essayer de trouver des facteurs qui nous permettent de dire qui va rechuter pour finalement ne faire de la chimiothérapie qu'aux patients qui vont rechuter. Donc là, on a besoin des patients pour adhérer au programme de recherche. L'histoire de l'ADN tumoral circulant va devenir extrêmement important pour essayer de ne pas faire de chimio à ceux qui n'en ont pas besoin et de faire de la chimiothérapie à ceux qui en auront besoin pour finalement ne plus, comme on l'a fait pendant des années, faire de la chimiothérapie à tout le monde. Et enfin, ça bouge, enfin, il y a encore beaucoup de travail, mais voilà, les choses avancent et les progrès de la médecine permettent d'avancer. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette thématique. Vous avez bien entendu, là, on parle de médecine personnalisée. On va prendre l'ADN circulant de chaque patient pour savoir quel traitement... Ça, c'est de la recherche. Ce n'est pas encore de la routine, parce que ce n'est pas encore validé. Mais on a besoin. C'est très long de valider les choses. C'est très long donc on travaille là-dessus et on espère que ça va aider dans le futur. On y croit. Il y a eu une chirurgie en 2015 et la chimiothérapie, on n'avait pas fait beaucoup. Et quelques années plus tard, plutôt en 2022, il a eu un gyste gastro-intestinal stomacal, tumeur. Et je voulais savoir si on avait beaucoup comme ça qui ont des rechutes sous forme. C'est exceptionnel, c'est très très rare. Et le cancer du côlon et le gyste ne sont pas liés. Et là, tout est possible. Là, c'est une association exceptionnelle et qui n'est pas usuelle. S'il n'y a pas de questions, je vais, avant qu'on ait peut-être un débat de fond, vous mettre cette dernière diapositive qui est vraiment l'espoir. Parce que le cancer colorectal, quand il est métastatique, on peut le guérir en retirant les métastases quand c'est possible chirurgicalement, mais chez la grande majorité des patients, c'est pas possible. Et les traitements médicaux sont en train de bouger énormément. Donc pendant longtemps, il n'y a eu que la chimiothérapie. La chimiothérapie est efficace dans le cancer colorectal métastatique. Elle permet d'allonger de façon très importante la vie des patients, mais
elle a ses limites dans la guérison. Et on assiste, un peu comme dans tous les cancers, depuis quelques années, à, en fait, on ne traite plus le cancer du côlon, on traite une maladie dans laquelle il y a des tas d'anomalies moléculaires, et on va, comme dans le cancer du sein avec HER2, avoir en fonction des gènes de la tumeur, des thérapies qu'on appelle ciblées et qui vont vraiment permettre de progresser. Et moi, j'ai eu la chance de mener les études dans une petite catégorie des patients qui s'appellent les patients qui sont microsatellites instables. Ce sont les patients qui, soit le cancer colorectal qui rentre dans le cadre du syndrome de Lynch, soit qui peuvent être sporadiques. Donc, c'est que 5% des cancers colorectals, donc c'est pas du tout la majorité. Mais là, on a remplacé la chimiothérapie par de l'immunothérapie qui guérit pas tout le monde, mais qui permet d'obtenir des résultats, certaines guérisons chez les patients métastatiques, des contrôles de la maladie beaucoup plus longs au prix de toxicités moins fréquentes, différentes, et des traitements qui sont quand même beaucoup moins lourds que les chimiothérapies. Donc, pour vous donner un peu d'espoir et vous dire que ça bouge beaucoup, et chaque année, il y a quelque chose de nouveau. Il y a, en fait, moi, quand je parle du traitement du cancer, je parle d'un énorme puzzle où on met une petite pièce pour avancer à chaque congrès. Il ne va pas y avoir probablement le traitement miraculeux qui va guérir tout le monde, mais chaque essai, alors tous les essais ne sont pas positifs, mais disons que chaque année, on a en général une petite nouveauté, et que la recherche avance justement en regardant les gènes de la tumeur et en essayant d'avoir un traitement vraiment à la carte. Il y a des programmes de ce qu'on appelle de génomique, justement chez les patients qui sont réfractaires à tous les traitements, où on rebiopsie pour essayer de trouver une cible. Il y a un programme en Ile-de-France qui s'appelle Sequoia, où on peut faire ce qu'on appelle un exome, c'est-à-dire regarder tout le génome de la tumeur pour essayer de trouver une cible thérapeutique quand on est au-delà de toute thérapeutique. Donc ça débouche pas très souvent sur un nouveau traitement, mais moi j'ai plusieurs patients qui étaient véritablement en échec thérapeutique avec aucune possibilité. Alors il y en a peu, mais pour lequel on a trouvé des thérapeutiques grâce à ces nouveaux programmes. Donc voilà, ça avance, c'est compliqué, mais le progrès est un long processus qui se trouve. Moi, je ne crois pas du tout à la solution miracle où on trouvera le traitement qui guérira tout le monde, mais où voilà, il y a plein de petits progrès et des petits progrès qui sont parfois des progrès majeurs, puisque là, je vous parlais des patients qui ont les syndromes de Lynch ou les tumeurs MSI. L'immunothérapie, c'est une révolution thérapeutique, une véritable révolution thérapeutique, malheureusement que pour un petit nombre de patients, et on est en train de passer à la préservation d'organes, justement, dans les syndromes de Lynch, en essayant d'éviter, par exemple, donc c'est 2% des cancers du rectum, on leur fait de l'immunothérapie parce qu'ils sont syndrome de Lynch, et on arrive à ne pas les opérer, à faire la préservation de l'organe. Donc il y a des progrès, il faut vraiment avoir de l'espoir, et on va essayer de... Voilà, la préservation d'organes est un des buts de nos recherches, et moi je dirais que c'est actuellement ce qui m'intéresse le plus pour la qualité de vie de nos patients. Je me permets juste de changer de diapo, puisque comme on va faire du général et qu'il y avait une diapo là, voilà, sur toutes les thématiques abordées, au moins si on a loupé quelque chose, on les aura toutes. Voilà. Et du coup, j'avais une question sur les traitements, sur l'immunothérapie. Quand vous dites préservation d'organes, ça veut dire que du coup, il n'y a peut-être pas forcément de chirurgie parce qu'il y a de l'immunothérapie aujourd'hui? Oui, mais ça ne concerne que un tout petit nombre. Ouais, mais là, maintenant, quand on a un cancer colorectal, il faut savoir si on est microsatellite instable ou pas. Parce que si on est microsatellite instable, alors microsatellite instable, c'est le syndrome de Lynch. Donc, c'est des familles de patients qui ont plein de cancers colorectaux, de l'endomètre dans la famille. Donc ça. Et puis, les autres tumeurs MSI, c'est paradoxalement les cas qu'on appelle sporadiques, et qui sont surtout les personnes âgées. Donc, on a vraiment deux populations très différentes. Mais quand on a un cancer colorectal,
il faut savoir si la tumeur est microsatellite instable, parce que l'immunothérapie, c'est que dans cette situation-là que ça a démontré son intérêt. Du coup, par contre, pareil, l'immunothérapie, ma question va être peut-être un peu... donc, c'est les nouveaux traitements un peu révolutionnaires. Ils sont en termes de durée, en fait, parce qu'en général, les chimios, c'est des cycles de 3 mois renouvelables. On est à peu près sur 1 an, 2 ans, en fonction s'il est métastatique ou pas. L'immunothérapie, ça peut être... il y a une durée moyenne qui a été remarquée, pas du tout. Vous posez une très bonne question. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc les essais sont faits avec certaines durées, qui est les patients métastatiques de 2 ans. Chez les patients, quand on essaie de préserver un organe, c'est plutôt de 6 mois. Mais voilà, on est au début de l'histoire et ces durées vont s'affiner. Mais un cancer colorectal métastatique, quand il rentre dans un programme de chimiothérapie, qu'il a des métastases dans plusieurs organes, c'est un traitement qui est malheureusement le plus souvent très long et avec plusieurs lignes de traitement. L'immunothérapie, on a l'espoir, chez les patients MSI, au bout d'un certain temps, d'arrêter le traitement et que les patients reprennent une vie et soient en contrôle de leur maladie, voire guéris. J'ai des patients qui ont des cancers métastatiques guéris. Mais pour ça, il faut que la tumeur ait ce profil MSI très particulier. Et potentiellement sans chirurgie, alors. Potentiellement, j'ai dit. Pardon ? J'ai dit potentiellement sans se dire, quand ça est développé sur d'autres organes, je vais aller, une fois que les tumeurs sont petites, on va retirer les organes ou ce genre de choses, quoi. On sera beaucoup plus conservateur parce que le traitement est beaucoup plus efficace. On a opéré des masses résiduelles. Souvent, il n'y avait plus de cellules cancéreuses dedans. C'est des discussions qui sont complexes. On est en train d'essayer de monter, parce que comme c'est rare, c'est 5%, c'est des problématiques qui sont nouvelles. On est je suis en pour parler avec l'Institut national du cancer pour monter ce qu'on appelle une RCP dédiée. On a de plus en plus de RCP dédiés à ces cas particuliers, les tumeurs MSI, les tumeurs du péritoine, les tumeurs, des situations particulières qui posent des problématiques particulières. Parce que voilà, quand on est oncologue et qu'on fait tous les cancers, c'est compliqué de suivre tout ce qui se passe. Ça bouge tellement, il y a tellement. Là, je vois mon collègue qui hoche de la tête. Donc, il faut de temps en temps qu'un oncologue qui fait tous les cancers puisse se référer vers qu'il ait accès facilement à une réunion pour poser des questions, parce qu'il ne peut pas tout savoir, ça bouge trop vite, c'est trop compliqué, c'est très compliqué de suivre tout ce qui se passe. En tant que patient, du coup, on rentre, je ne sais pas comment dire, en tant que patient, on peut rentrer, on peut demander à notre oncologue de faire rentrer nos données dans ces études-là s'il y a besoin pour la recherche, ou c'est fait automatiquement? C'est une question que j'ai jamais posée. Il y a un consentement en général. Oui, mais vous avez dû voir un consentement qui vous demande si vos données peuvent être utilisées à des fins de recherche. Okay. Moi, par exemple, dans mon service, tous les patients que je prends en charge pour une tumeur, ce qu'on appelle MSI, je leur fais signer, quand je les prends en charge, ce qu'on appelle une note de non-opposition, c'est-à-dire que ce n'est pas un papier qui se signe, c'est un papier que je leur donne en leur disant « Est-ce que vous acceptez que s'il reste des déchets de biopsie ou de sang, et est-ce que vous acceptez que vos données soient mises dans un ordinateur et qu'on utilise vos données pour la recherche ?» Mais ça, c'est une loi qui s'appelle la loi Jardet, qui autorise à faire cela si le patient ne s'est pas opposé, s'il a eu l'information qu'il ne s'est pas opposé. Si on est... parce que parle de l'immunothérapie, le cancer colorectal métastatique, quand il est MSI, on reçoit maintenant, il y a eu une AMM pour une immunothérapie qui est du soin standard, donc on n'est plus dans de la recherche. Par contre, quand on est, par exemple, là, la préservation d'organes, pour l'instant, c'est pas du tout encore homologué. Pour pouvoir avoir ce type de traitement, il faut qu'on rentre dans un essai thérapeutique. Donc, il faut que les oncologues, justement, de toute la France soient au courant que s'ils ont un cancer du rectum MSI, il faut le référer ils ne peuvent pas le traiter dans leur centre, il faut le référer vers un centre qui a les essais thérapeutiques, qui donne la possibilité de faire de l'immunothérapie. Et là, c'est en signant un papier et en étant dans un essai thérapeutique. Vous parliez de... Juste pour dire, je pense que madame voulait parler surtout de l'accès de tout patient à ce genre de traitement.
ce qu'on peut dire, nous, oncologues entre guillemets général, M. André, mais heureusement que dans tous les hôpitaux de France, on arrive en oncologie, enfin on essaie de suivre toutes les essais thérapeutiques. Et dès que je vois qu'un patient peut bénéficier d'une, entre guillemets, révolution, d'un traitement que je n'ai pas dans mon centre, on le fait assez systématiquement. On contacte les centres de référence pour envoyer les patients. La même chose aussi quand on sait qu'un traitement qui n'est pas réalisable dans mon centre, parce que je suis un centre périphérique, parce que je ne suis pas un CHU, je ne suis pas un centre de référence, on envoie d'une façon très naturelle les patients vers les centres de référence. Donc ça reste aussi une minorité par rapport à la grande majorité des patients qui peuvent être soignés dans tous les centres. Quelque chose qui fonctionne assez bien. Il y a une conscience des oncologues et des médecins que voilà, en fait c'est une spécialité où ça va tellement vite qu'il faut en effet, il y a les congrès qui permettent de donner des infos et en effet la plupart des oncologues sont au courant et quand ils n'ont pas accès, ils réfèrent vers un centre qui aura la possibilité de faire. Je reviens sur la préservation d'organes, parce que vous avez raison, c'est quand même quelque chose de très important. Si on peut garder son rectum, si on peut éviter d'avoir l'ablation du canal anal et tout, c'est très important. Et donc, tu pourras peut-être nous en dire un peu plus. Il y a des nouveaux protocoles, je ne sais pas si c'est très répandu, qui s'appellent les wait and see, qui donc vont éviter la chirurgie. Je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots rapidement. C'est important. Je vous disais tout à l'heure que quand on a un cancer du rectum, on a 2 buts. On a le but de guérir et on a le but d'avoir le moins de séquelles de son cancer. Et c'est là où la discussion est importante avec son oncologue et les médecins qui vont... Parce qu'il y a parfois, il faut accepter d'avoir un tout petit peu moins de chances de guérir pour garder son organe. C'est assez compliqué, c'est assez. Mais voilà, ne pas faire le traitement conventionnel avec la radiothérapie, la chimiothérapie, l'exérèse de son rectum. C'est parfois possible quand la tumeur a totalement fondu sous la chimiothérapie, la radiothérapie, mais voilà, on prend quand même le risque qu'il y a un peu plus de risque que la maladie revienne que si on a le traitement conventionnel. Donc c'est pour ça que je parle de traitement à la carte et que je parle de... C'est vraiment... Et nous, on va travailler avec Cyril et avec les réseaux... sur le cancer du rectum. C'est vraiment une... moi, en fait, quand je dis traitement à la carte, je reprends les termes de mon ami rouennais qui est chirurgien à Montpellier et que Cyril connaît bien, qui commence tous ses topos dans les milieux, quand il fait des topos sur le cancer du rectum, en disant, voilà, on n'est plus dans un truc systématique. C'est un traitement à la carte, une discussion avec le patient, on lui explique les choses et on voit quelle orientation on va prendre en fonction. Il y a des patients qui disent, moi, je ne veux pas de stomie et mon but, c'est de ne pas avoir de stomie. Il y en a d'autres qui vont vous dire, mon but, c'est de guérir. C'est pas grave si j'ai une stomie. Donc tout ça, c'est à prendre en compte dans la prise en charge du patient. On doit écouter son patient et ça ne doit pas être le médecin qui décide tout pour le patient. Ça fonctionne que si... malheureusement, on est dans un pays où le patient a souvent tendance à dire « Docteur, je vous fais confiance, faites ce qu'il y a de mieux pour moi ». Mais il faut comprendre que pour nous, médecins, ce n'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple à intégrer cette donnée et qu'on a besoin du patient pour essayer de faire au mieux et de savoir s'il va être capable de... voilà, s'il veut... voilà, parce que la technique du watch and wait, c'est-à-dire que si on fait 3 mois de chimiothérapie, une association radio-chimiothérapie et que par bonheur, les contrôles montrent qu'il n'y a plus de maladie, la surveillance, elle va être très, très compliquée, hein, parce que les patients vont avoir des rectoscopies, des examens quasiment tous les 2 mois, des IRM, ça va être très lourd d'un point de vue donc voilà, tout ça, c'est à prendre en compte. Ça dépend de l'âge, ça dépend d'un tas de facteurs. Et pour moi, médecin, je trouve que c'est vraiment... le rectum, une des maladies où
où c'est le plus compliqué, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Je ne sais pas si je suis clair, mais j'essaye de vous faire comprendre que le patient, il a son rôle il doit pas être passif, il doit poser des questions, il doit interagir et il doit dire ce qu'il veut, il doit dire ce qu'il ne veut pas. Il y a donc un autre paramètre à prendre en compte, et malheureusement, c'est ce qu'on entend de plus en plus, c'est la littératie, c'est la connaissance du patient par rapport à tout ça. Si un patient dit « je veux pas de stomie », mais de toute manière, il ne sait pas ce qu'est une stomie, et donc c'est là qu'est toute la difficulté aussi, parce que ce qui vient d'être dit est effectivement le cas idéal, et ça devrait être tout le temps comme ça, mais ça n'est pas tout le temps, parce que des fois, le patient est encore trop « je vous fais confiance », parce que de toute manière, j'y connais rien et je ne sais pas. Et tout à l'heure, je vous ai parlé à un moment dans la conversation de problèmes intimité et sexualité. Dans notre enquête, 83% des patients n'avaient aucune idée que le traitement du cancer colorectal allait avoir un impact sur leur vie sexuelle intime. Donc de là à parler stomie, de méthode wait and see, watch and see ou autre chose, ils ne savent pas. Donc voilà, c'est pour ça, c'est à ça aussi que servent les associations de patients, c'est à ça que servent la connaissance, on va dire, des patients à diffuser la bonne parole et l'information aux autres. Ça fait partie c'est un projet que l'on a au niveau de la Fondation Arcade en collaboration avec mon réseau. C'était justement de se focaliser sur le cancer du rectum et de créer un atelier pour que les gens qui ont des cancers du rectum puissent discuter avec d'autres patients qui ont un cancer du rectum pour justement mieux comprendre toute la complexité et voilà, ils tombent brutalement en général dans ce diagnostic et dans des prises de décision et voilà, comprendre, c'est important pour essayer que la communication avec le médecin soit la meilleure possible pour ne pas être passif, mais pour être actif dans leur prise de décision et dans les choix qui vont être faits. Exactement. Alors, on prendra, ça sera, je pense, les deux dernières questions, parce que je pense qu'on a pas mal dépassé le... Bon, déjà, on a démarré en retard, mais là, je crois qu'on est en retard sur notre retard. Je pense que... Juste rapidement, quelle est la proportion de personnes qui ont un cancer du côlon avec métastase dans le foie? Par rapport à ceux qui ont le côlon, est-ce que... Quand il y a des métastases, le premier site de métastase, c'est le foie. Donc c'est à peu près, je dirais, alors ça varie suivant, mais c'est à peu près c'est un filtre le foie et en fait le côlon il y a le côlon gauche, le côlon droit et le rectum et le côlon, en fait le rectum chinte le foie, donc on peut avoir des métas dans le poumon sans avoir de métas dans le foie. Mais le côlon, dans la grande majorité des cas, le premier site de métastase c'est le foie. Donc on a à peu près 70% des cancers colorectaux qui ont des métastases dans le foie. Et... Ah non, mais vous vouliez... Non, juste... comment dire? Si le foie n'était pas opérable, quelles sont les chances de survie? Avec combien de temps on peut vivre, en fait, avec des métastases dans le foie, en fait? C'est peut-être trop trivial comme question. Mais... C'est très compliqué de répondre à cette question parce que ça dépend du nombre de métastases, ça dépend de la génétique de la tumeur, ça dépend d'énormément de facteurs. Donc, c'est ce que je dis à mes patients. Je peux leur dire que je ne les guérirai pas, parfois, mais leur durée de vie, chaque patient est différent. Et moi, je me refuse toujours à répondre à cette question parce que les patients m'ont tellement surpris au cours de mon exercice professionnel que je me refuse d'être précis. Oui, bonjour. Moi, je voulais juste souligner que c'était très important, effectivement, d'avoir une information de la part du médecin, mais aussi des associations de malades. Parce que moi-même, à 48 ans, j'ai eu un cancer du rectum. Et on m'avait parlé à un moment donné avec 2 récidives depuis. Et on m'avait parlé effectivement de colostomie où j'étais alors absolument contre, hors de question. Et après 5 années d'enfer, et après m'être renseignée auprès de beaucoup d'associations, j'ai décidé, d'avoir une colostomie définitive. Et depuis, je revis complètement, quoi. Indépendamment de tous les autres problèmes aussi qu'il y a à côté. Mais cette double information, est très importante parce qu'au départ aussi, le patient peut évoluer en fonction de ses... toutes
tous les problèmes qu'il peut avoir au cours de son cancer. Ce que vous dites est très important. Et il y a quelque chose qui est en train d'arriver qui va aider, parce que le problème, c'est en effet, on vit avec des tabous, on vit avec... on n'a pas toujours les informations qu'il faut. C'est le patient partenaire. Il va y avoir dans nos hôpitaux de plus en plus de patients partenaires et que ça se développe. Et quand on arrive et qu'on se prend le coup de massue sur la tête, le médecin, il a peu de temps, on comprend pas toujours tout ce qu'il dit, et qu'on va, voilà, il y a tout quelque chose de nouveau, une ère nouvelle qui s'ouvre avec le patient partenaire, qui pourra justement lever des freins, pouvoir expliquer des choses, et ça c'est extrêmement important. C'est quand on... Et patient partenaire, j'en suis. Pour ceux qui connaissent pas le terme, patient partenaire, patient expert, c'est la même chose. On a juste changé un petit peu la problématique. En fait, un patient est expert de sa maladie parce que c'est sa maladie. Ça fait des années qu'il a ce truc chronique, donc il est expert de sa maladie. Pour être patient partenaire, ça va un peu plus loin et c'est là où il faut une formation. C'est pouvoir parler, pour pouvoir écouter avec d'autres patients. Sans renvoyer tout à soi, déjà pour se protéger soi-même et pour pas être le centre du monde par rapport à la maladie. Et je trouve que le terme de partenariat est encore mieux, parce que partenariat, ça veut dire aller avec, donc aller avec l'équipe soignante et aller avec le patient qu'on va suivre. Et donc une une formation qui se fait, en général c'est un diplôme universitaire, il y en a dans plusieurs endroits de France, ici sur la région, ça va être l'université des patients à la Sorbonne par exemple, et ça va vous apprendre tout un tas de choses à des patients, pour justement pouvoir écouter, faire de ce qu'on appelle du counseling, de la reformulation, apprendre de l'empathie si on n'en avait pas au début, et pouvoir accompagner. Et c'est vraiment bénéfique pour les uns, les soignés, et pour les autres, les soignants. Je pense qu'on va prendre la dernière question, et je crois que malheureusement après, sauf sur une question pour nous. Attendez, madame, avant on avait une, je crois. Mais quand vous avez le micro, allez-y. C'est très court. Je voulais juste, puisqu'on est juste à la fin de ce débat, est-ce qu'on peut considérer que si on ne fait pas d'abus, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, à travers la cigarette, la viande rouge ou la charcuterie, et est-ce que si on est raisonnable et qu'on se fait régulièrement dépister, ce qui est mon cas à peu près tous les 4-5 ans, on est à peu près préservé d'un cancer à un stade grave sur les années à venir La réponse est non. C'est tous les 2 ans. Si c'est le dépistage, il n'y a pas de cancer, c'est tous les 2 ans le dépistage. Donc vous diminuez considérablement votre risque, mais le risque zéro en médecine, malheureusement, il y a toujours... on ne peut pas vous dire clairement non. Le risque existe toujours. Si vous faites une colo, après, voilà, le test n'est pas parfait, donc le FIC peut passer à côté d'un saignement. On ne peut pas faire des colos à toute la population, donc le risque zéro, malheureusement, ne peut pas exister. On ne peut que le diminuer. Alors, justement, en le diminuant, et après, j'en aurais terminé, quand on fait une colo, vous dites, monsieur, 2 ans, on m'a expliqué que 4 ans... Pour le test FIT, j'entends bien. Pour le test de dépistage organisé. Le test, le Marcebleu, le test FIT. Vous recevez le test FIT ou vous êtes suivi par coloscopie? Ah non, alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ma mère ayant eu un cancer stade 4 du côlon et mon père ayant eu une ablation du côlon par prévention, donc, on m'a dit dès 40 ans qu'il était préférable. Voilà, c'est ce qu'on a dit au début. La fréquence de coloscopie dépend de ses antécédents. Donc voilà, le fait de faire diminue considérablement votre risque de faire un... Mais malheureusement, ce risque ne peut pas être à zéro. Il faudrait faire une colo tous les parce que... Alors quand je disais zéro, je sais bien que le risque zéro n'existait pas. Je disais le risque de traiter un cancer à un stade critique. Oui, là on peut dire que oui. Voilà. Oui, c'est surtout ça. Je me doute bien qu'on ne peut pas faire une colo toutes les semaines et que entre 2 colos, malheureusement, on peut découvrir quelque chose. Mais je l'ai vu pour ma mère et je l'ai bien compris, qu'entre un stade 4 et un stade 2, et vous l'avez rappelé tout à l'heure. Que pour le cancer du côlon, malheureusement, il y a d'autres cancers. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin, oui, là on est vraiment sur un atelier côlon. On ne peut pas transcrire tout ce qui a été dit sur un cancer du poumon, un cancer du sein ou autre, on est bien d'accord. Même s'il y a des fois des ressemblances, ce n'est pas vrai partout, attention. Alors je vais aller vite parce que c'est la fin de votre séance. Je voulais vous remercier infiniment. Je vais juste me présenter. Je suis Laurence Charnet, je suis créatrice de mode. J'ai une maison de couture, je m'adresse à toutes les femmes.
Et nous avons une spécificité, c'est que nous pouvons adapter l'ensemble de nos vêtements aux femmes qui sont stomisées pour leur permettre un accès rapide et facile à leur stomie, sans avoir à lever la robe, baisser la jupe ou baisser le pantalon. Voilà, c'est tout. Merci. Ben ça, c'est très bien parce que justement, dans le après-cancer, donc avec traitement, stomie dans ce cas-là, il y a quand même tout le côté image de soi, psychologique, qui est très important. Et pour aller mieux dans sa rémission, dans sa guérison et dans sa vie après-cancer, se sentir, on est différent après un cancer. Quand on est patient, quand on a un cancer, on est différent. Ni mieux, ni moins bien, mais différent. Il faut accepter cette différence. Elle a lieu à tout niveau. La reprise du travail, l'intimité, l'image de soi, etc., etc. Donc, si on peut, en se faisant plaisir, avec l'onco-esthétique, avec des habits adaptés, avec ci, avec ça, on vivra beaucoup mieux sa vie. Et si on est en traitement, on vivra beaucoup mieux son traitement. Nous vous remercions d'avoir assisté